Quiconque a déjà mangé un porte-avions sait qu'il est non seulement extrêmement dur, mais qu'il a aussi un goût de rouille dégoûtant. Pourtant, la première chose que j'ai faite après ma renaissance a été d'utiliser une hache d'incendie pour briser un morceau d'acier du porte-avions, puis, au risque de me déchirer la gorge, de l'avaler tout cru. Car dans une demi-heure, une pluie de sang s'abattra, et 70% des êtres vivants sur Terre muteront en monstres terrifiants. Dans ma vie antérieure, j'avais obtenu le talent d'absorption ultime, me permettant d'absorber tout ce qui possédait des barres de talent. Mais avant même d'avoir pu l'utiliser, j'avais été tué par un banc d'espadons mutants. Après ma renaissance, je découvris que ce talent d'absorption était toujours en moi. Je décidai donc immédiatement de trouver des objets dotés de puissantes barres de talent à absorber. Cette fois, je devancerai tout le monde. Après avoir observé les environs, la chose offrant le plus de barres de talent à ma portée n'était autre que le porte-avions Unification sous mes yeux. C'était le 4e porte-avions nucléaire du pays du Dragon, avec un déplacement de plus de 150 000 tonnes, équipé d'un système de propulsion à fusion nucléaire contrôlable, ainsi que de divers canons de pointe. Un véritable trésor national. Je n'osais même pas imaginer combien de barres de talent il renfermait. Ce n'est qu'à ce moment que les autres réagirent. « Qu'est-ce que tu fais? Arrête !» En moins de 2 secondes, j'étais déjà plaqué au sol. « Tenez-le! Tu es fou? Va prévenir le chef de l'île de Bézi, voici il n'a pas passé trop de temps à bord. Il a peut-être des problèmes psychologiques. » Les quelques marins ne prirent pas mon geste trop au sérieux, car l'acier spécial utilisé pour fabriquer le porte-avions était extrêmement dur. Il était impossible de causer des dégâts majeurs avec une simple hache d'incendie. Personne ne ferait une chose aussi stupide. Ils crurent simplement que je souffrais de troubles mentaux, un problème courant chez les marins vivant longtemps à bord. La hache d'incendie, pourtant tranchante, s'émoussa immédiatement, ne laissant que quelques égratignures de quelques millimètres de profondeur sur la cloison. Mais mes yeux s'illuminèrent. Je trouvai par terre ce que je cherchais, un petit fragment du porte-avions. La hache avait finalement fait son œuvre. Sans me soucier de la saleté, sous le regard médusé des autres, j'étendis le cou, tirai la langue et la passai rapidement sur le sol, pour lécher ce fragment et l'avaler d'un coup. Mal, arrête-le. Emmène-le d'abord à l'infirmerie, sinon ce morceau va lui déchirer l'ésophage et l'estomac, il va mourir. Mon geste finit par affoler les marins. Avaler un morceau d'acier irrégulier par la gorge, au début, c'était très rude. Je ressentis une douleur dans l'abdomen. Comme il l'avait dit, mon ésophage semblait déchiré. J'avais une douleur brûlante, mais je ne m'inquiétais pas, car le talent d'absorption ultime avait déjà commencé à agir. Dans ma conscience, je vis apparaître une multitude de barres de talent. Absorption du porte-avions réussie. Une série de barres de talent, grandes et petites, apparurent sur moi. Surtout, quand la barre de talent, corps d'acier, de niveau 9 apparut. Mon estomac changea immédiatement. Avec un corps d'acier de niveau 9, même avaler de l'acier spécial, ou un missile entier, je ne me briserais pas. Je sentis mon corps empli de force, d'une légère secousse. Les marins qui me maintenaient, incapables de résister à la force divine de niveau 9, je me libérais de leur étreinte. La mutation globale allait commencer dans quelques minutes. Je devais absolument monter sur le pont. Je me souvenais clairement qu'au début de la mutation, l'escadre du porte-avions Unification avait été attaquée par une baleine à bosse mutante, subissant sa première grave perte en mer. Cette fois, c'est moi qui éliminerais cette bête mutante. Je regardais les soldats autour de moi, mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. D'une foulée rapide, je bondis et courus vers le pont du porte-avions. Rapidement, je forçai mon passage jusqu'au pont. La vitesse de navigation du porte-avions en mer n'était pas très élevée, seulement 30 nœuds, soit plus de 60 km/h. Cela ne m'apporta aucune barre de talent liée à la vitesse. Mais peu importe, j'arrivai sur le pont. Je me dirigeai directement vers le dernier chasseur furtif hypersonique de 6e génération et demi, le JE-40, stationné sur une aire de stationnement. Un soldat qui m'avait suivi, voyant ma direction, s'écria « Qu'est-ce que tu fais? Stop, sinon je tire !» Après plusieurs avertissements, le soldat sortit son arme. Il visa mes jambes et mes bras. 2 coups de feu retentirent, 2 balles réelles touchèrent précisément mes mollets. Le soldat qui avait tiré rangea son arme, prêt à me maîtriser. Mais ce qu'il vit lui fit écarquiller les yeux. Mes vêtements avaient juste 2 grands trous, les balles n'avaient laissé aucune marque blanche sur ma peau. Comment était-ce possible? Même un soldat au mental d'acier ne put s'empêcher de marquer un temps d'arrêt. Mais il ne pouvait pas me laisser approcher un avion militaire. Les balles suivantes continuèrent de me frapper, sans aucun effet. À part quelques étincelles occasionnelles, rien. Je supportais les tirs. Et courus jusqu'au JE-40 hypersonique furtif le plus proche. Sous les regards horrifiés des autres, j'arrachai de force une de ses ailes, la roulai en boule et l'avalai d'une seule bouchée. Absorption du chasseur furtif hypersonique JE-40 réussi. Obtention des barres de talent, vitesse divine niveau 11, invisibilité multiple niveau 10, vol niveau 10.
Encore une longue série de barres de talent qui défilèrent dans ma perception. Les barres de talent du JE40 étaient moins nombreuses que celles du porte-avions Unification. Plusieurs barres de talent se répétaient, et les doublons s'absorbaient entre eux. Les barres de haut niveau absorbant celles de bas niveau pour gagner en expérience et augmenter leur niveau. Les barres du JE40, bien que moins nombreuses, possédaient la barre de talent la plus élevée actuellement, vitesse divine, et me donnaient surtout la capacité de voler. J'essayais un peu. Et je parcourus plus d'1 kilomètre, volant directement du bord du pont du porte-avions jusqu'à la surface de la mer. En tant que 6e génération d'avions hypersoniques du pays du Dragon, sa vitesse a atteint l'incroyable Mach 42. Les autres n'ont qu'un éclair devant les yeux, mon ombre a disparu, ne laissant sur place que quelques bruits de détonation en franchissant le mur du son. Après avoir volé jusqu'à la surface de la mer, je plonge mon regard vers le bas sur la flotte de porte-avions. Je cherche ma prochaine cible. Toi, c'est toi, le navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang. Cible choisie, je plonge directement vers le bas. Le navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang. C'est le dernier modèle de navire de reconnaissance électronique du pays du Dragon. Il peut reconnaître et brouiller, mais ce qu'il a de plus fort, c'est qu'il peut forcer l'accès aux signaux électromagnétiques d'autres pays. Ce navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang, pour sa première sortie, a fait diffuser en continu pendant 3 heures les aventures de Panda au commandant en chef des manœuvres conjointes des armées britanniques, françaises et allemandes. Grâce à de tels avions, semant la peur et la renommée chez les autres nations, le navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang du pays du Dragon est très puissant. Même si je possède des attributs de talent de blindage et d'invisibilité multiples, incluant l'invisibilité optique, l'absorption des ondes électromagnétiques, etc. Je suis tout de même détecté par le réseau de radars à balayage électronique du navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang. Mais la taille que l'avion furtif peut afficher sur le radar n'est que celle d'un grand oiseau. À la même échelle, la rétroaction de ma propre personne sur le radar de détection n'est même pas aussi grande qu'un demi-grain de soja. De telles données sont normalement ignorées. Même le soldat rigoureux du pays du Dragon, à ce moment-là, réfléchit et distingue si ce signal apparu sur le radar est une erreur ou autre chose. Mais ce temps m'a suffi pour m'approcher et atterrir sur ce navire de reconnaissance électronique de classe Tianwang. J'ai obtenu 2 attributs de talents importants, surtout la reconnaissance. C'est l'attribut dont je vais immédiatement avoir besoin pour rechercher et localiser ce mutant de baleine à bosse qui va apparaître sous la mer. À ce moment, je lève la tête vers le ciel. Sans que je sache depuis quand, le ciel est couvert de nuages rouges. Il semble que la mutation globale ait déjà commencé. Si ce n'était pas la mutation imminente, j'aurais vraiment envie de dévorer cru les attributs de toute cette flotte de porte-avions. Mais la mutation globale va transformer 70% à 80% des êtres vivants de ce monde en monstres, surtout une baleine à bosse mutante qui va bientôt apparaître. Détection, d'une simple pensée, tout ce qui se trouve à des centaines de kilomètres autour de moi est rapidement trouvé. J'ai vite repéré cette bête mutante géante que je cherche, ou plutôt, tout le monde l'a ressenti. Car le niveau de la mer s'élève violemment. Une immense ombre sous la surface de la mer est déjà visible à l'œil nu. La baleine à bosse, ou plutôt maintenant il faudrait l'appeler par son autre nom après la mutation. Xukn. Après la mutation, son corps est devenu encore plus massif, paraissant même plus grand que le porte-avions Tongji d'un déplacement de 150 000 tonnes. Une ombre sombre et immense nage juste en dessous du porte-avions Tongji, dans les profondeurs de la mer, et remonte rapidement à la surface. Il est sur le point, comme la fois précédant sa résurrection, de causer d'énormes dégâts au porte-avions Tongji. La flotte du porte-avions a évidemment remarqué cette situation. Je vois depuis les airs que le porte-avions Tongji est en train de faire demi-tour et de modifier sa direction, tandis que plusieurs autres frégates lancent des torpilles depuis leurs flancs. Les rampes de lancement de missiles sur les frégates sont également prêtes à tirer. Tout est en état de combat. Mais ces torpilles de haute mer, sur lesquelles on comptait tant, n'ont pas réussi à infliger de trop gros dégâts au Xukn sous-marin. Bien qu'on puisse voir du sang dans les profondeurs, la structure corporelle du Xukn est différente de celle d'un navire. Un navire est solide à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Si la résistance des matériaux n'est pas suffisante et les cloisons assez épaisses, il peut être percé et ses compartiments déchirés par une torpille. L'entrée d'eau dans la cale peut couler ou faire chavirer un navire en acier. Mais pour le Xukn, ce n'est pas le cas. Pour lui, bien que l'attaque des torpilles soit douloureuse, ce degré de destruction de la chair n'est pas mortel. Ni même une blessure grave. Au contraire, cela a irrité le Xukn et attisé sa férocité. On le voit agiter et soulever son corps sous la surface de la mer, soulevant directement une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut à la surface. Rien qu'en se retournant et en frappant de sa queue, le mouvement du Xukn a une telle puissance. La grande vague arrive. Le porte-avions Tongji, avec sa hauteur de 80 mètres, parvient à tenir bon dans le balancement, mais la vague déferle au loin, poussant plusieurs autres destroyers et frégates de 10 000 tonnes vers l'extérieur. À ce moment, plus personne ne prête attention à où je suis. C'est l'heure de vérité pour la survie de la flotte.
Le commandant, assis dans la cabine de commandement du porte-avions, appuie fermement sur la table pour ne pas tomber pendant les secousses, tout en écoutant continuellement les conseils de l'état-major. Mais face au gigantesque Xuken sous la mer, ils ont du mal à agir. Les navires de guerre ont peu de moyens d'attaque contre les cibles sous-marines. Alors que le radar surveille, la silhouette du Xuken se rapproche de plus en plus du porte-avions Tonji. Le commandant sait qu'il ne peut plus attendre. Il frappe la table avec son stylo et ordonne aux autres frégates d'ouvrir le feu avec leurs missiles, en effectuant un tir de missile dense et une couverture complète. En tant que premier commandant de la flotte, en donnant cet ordre, le commandant de la flotte était déjà prêt à y mettre le paquet. Chacune des plusieurs frégates possède 16 modules de lancement de missiles, soit des centaines de positions de tir. Si le feu est total et la couverture complète, une seule salve tirera des centaines de missiles de divers types. Cette quantité suffirait à ravager et à nettoyer certains petits pays, et certainement à infliger de lourds dégâts à ce Xuken mutant. Mais avant que l'ordre ne soit transmis, le transmetteur est arrêté par l'état-major. Camarade commandant, ça ne va pas. Des centaines de missiles de tout type explosent à si courte distance sous la mer. Le tsunami soulevé serait d'une hauteur inimaginable, suffisante pour retourner toute notre flotte, crient plusieurs officiers d'état-major. Ils empêchent le commandant de la flotte d'exécuter cet ordre. Auparavant, leur cible était toujours très éloignée, mais maintenant le monstre est juste sous leurs pieds. Un point d'explosion trop proche heurterait certainement notre propre groupe aéronaval. Le commandant tambourine sur la table avec impuissance et ordonne, tir d'artillerie de faible intensité en continu. Activez le système de propulsion du porte-avions à pleine puissance pour tenter de semer cette baleine géante. Le commandant de la flotte lui-même n'est pas sûr d'y parvenir. En raison de sa conception fonctionnelle, la vitesse d'un porte-avions est généralement de 30 nœuds, soit environ 60 km/h. Le Tonji, étant à propulsion nucléaire, est un peu plus rapide, mais pas de beaucoup. Et la vitesse des baleines ordinaires est à peu près similaire. Espérons que les missiles et torpilles lancés ralentiront un peu sa progression. Mais avant que l'état-major n'ait pu faire une analyse détaillée des données, des cris de l'opérateur de surveillance retentissent dans les écouteurs. Mauvais, la vitesse de ce monstre a soudainement beaucoup augmenté, il fonce droit sur la proue. Le commandant regarde immédiatement l'écran électronique, qui indique l'altitude de la baleine géante en train de grimper rapidement sous l'eau. À 180 km/h, le navire-mère ne peut absolument pas le distancer. En quelques secondes à peine, la baleine monte de plusieurs centaines de mètres. Elle est sur le point d'atteindre la partie inférieure du navire-mère. À une distance aussi proche, les autres frégates n'osent même pas lancer de torpilles. Que faire? Devons-nous laisser ce monstre percuter le navire? Dans la cabine, on peut déjà ressentir les violentes agitations de l'eau de mer sous la coque. Le commandant écarquille les yeux, le fond solide du porte-avions pourra-t-il résister à ce choc? Mais l'impact ne se produit pas. L'altitude de la baleine semble s'être arrêtée à environ 150 mètres sous le porte-avions. Qu'est-ce qui se passe? Le commandant est perplexe. Ce monstre n'attaque plus? Puis il entend un cri, « Commandant, regardez vite !» Un opérateur, oubliant toute retenue, transfère immédiatement l'image qu'il voit sur l'écran du commandant. Sur la tête de ce monstre, pareil à une immense montagne grise, se tient un homme qui résiste de toutes ses forces. Quoi? Même le commandant, d'ordinaire le plus calme, se frotte les yeux pour vérifier s'il a bien compris. C'est vraiment un homme. Ou plutôt un monstre. À cet instant, mon apparence a totalement changé. 2 ombres de canons d'acier géant dépassent et sont suspendues à mes épaules. L'origine du mécanisme de ma capacité fait que certains traits de mon corps se transforment en ces constructions mécaniques. Je force la tête de la baleine géante, l'empêchant fermement de remonter. La baleine pousse un cri furieux, les vagues deviennent instantanément déchaînées. Sur sa masse gris-blanc apparaissent de profondes stries bleues, surtout au niveau de sa queue, très marquée. La baleine utilise manifestement une force surnaturelle spéciale, qui accroît soudainement sa puissance. Un coup de queue vers le bas, en prenant appui, double presque sa force. Même si cette créature a reçu une taille et une force encore plus grandes, elle a aussi acquis des talents et capacités surnaturelles. Mais alors, dans la salle de commandement, le commandant et les officiers d'état-major, les yeux écarquillés, regardent une autre silhouette de porte-avions apparaître derrière moi, plongeant obliquement vers le bas, heurtant violemment la tête de la baleine. En même temps, une lumière bleue sombre envahit l'ombre entière du navire-mère, me fournissant une force inépuisable. Ma puissance dépasse la sienne, la force divine plus le poids propre du porte-avions de 150 000 tonnes de déplacement, tonnage plus propulsion nucléaire. Comme si j'enfonçais la tête d'un bœuf pour le faire boire, je refoule la baleine qui voulait se rebeller. L'immense ombre du porte-avions s'abat sur sa tête. L'impact est pourtant bien réel. La proue contient une énorme énergie cinétique. Mon corps d'acier n'est pas plus faible que la chair et le sang ordinaire. De grandes étendues d'eau de mer sont rougies par le sang de la baleine. Ma silhouette disparaît dans l'eau rouge sang, tenant tête à la contre-attaque de la baleine. Je l'enfonce encore de centaines de mètres. Dans la zone enveloppée de sang, on peut voir le front de la baleine frappé par la proue, où l'os noirci est exposé,
avec de nombreuses fissures et fractures. La baleine est assommée net par ce coup. Non seulement son crâne est ouvert, mais ses mouvements restent figés dans cet étourdissement pendant plusieurs secondes. À ce moment, je me glisse directement sous le ventre de la baleine. De toutes mes forces vers le haut, dans une vision trouble, derrière moi, à la poupe de ce porte-avions, apparaissent comme deux énormes réacteurs à jet, et de chaque côté de la poupe se déploient des scies d'acier plus longues que la coque elle-même. Vitesse suprême plus vol plus amplification de force, plus la force surhumaine du porte-avions. Les flots sont fendus pour laisser une énorme crevasse de plusieurs centaines de mètres de large et plusieurs kilomètres de long. Je soulève de force le corps de la baleine, massif comme une montagne, et le hisse hors de l'eau. Mon commandant, qu'est-ce que je vois? Le porte-avions Tongi vole dans le ciel. Le porte-avions Tongi s'envole. Il soulève l'énorme monstre et le propulse directement à plusieurs kilomètres d'altitude. 6000 mètres, 9000 mètres, 10 000 mètres. La baleine, revenue à elle, tente de se débattre, mais visiblement, une fois hors de la mer, ses capacités et sa force diminuent considérablement. Elle ne peut absolument pas s'échapper. Les commandants postés sur chaque navire attendent l'ordre du commandant du navire-mère. À plus de 10 000 mètres d'altitude, ils savent que c'est une distance très sûre. C'est une bonne occasion de lancer divers missiles et d'activer l'attaque. Commandant, donnez l'ordre. Les torpilles lancées plus tôt ont déjà infligé des blessures externes à cette baleine. Si tous les navires déclenchent une attaque activée, selon l'analyse de l'état-major, ils ont une chance de détruire ce monstre. Attendez encore un peu. Cet homme qui nous a aidés. Encore sous cette créature, certains n'étaient pas d'accord, car j'étais toujours sous le Xuquin. Mais certains me voyaient comme une menace, estimant qu'il fallait m'abattre en même temps que le Xuquin. Bien que cet étrange individu semblait nous aider, nous ne pouvions pas déterminer s'il était ami ou ennemi, dit le commandant de la flotte en agitant la main. Il arrêta cet argument, dans notre pays du dragon, nous n'attaquons jamais nos propres camarades. Tous les canons en préactivation, non pour attaquer, mais pour être prêts à soutenir à tout moment. Compris? Compris. Les ordres militaires sont comme une montagne, ils ne peuvent être modifiés. À ce moment-là, le Xuquin avait déjà été poussé par moi à plusieurs kilomètres de plus, atteignant près de 20 000 mètres d'altitude. Traîner et soulever le Xuquin, dont le poids n'était pas inférieur à celui d'un porte-avions, à cette hauteur, même moi, avec une force divine de niveau 9. Je sentais mes bras légèrement endoloris. Derrière moi, attaché à l'ombre de mon dos, un énorme réacteur à jet émettait un flux de particules blancs brillants. Vitesse divine, niveau 11. Mon seul talent de magnétisme au-dessus du niveau 10. Je poussai le corps du Xuquin et le projetai horizontalement au loin. À une vitesse proche de Mach 4, soit près de 1400 mètres par seconde, le Xuquin, en se débattant, fut projeté vers le bas selon une courbe très douce, depuis une altitude d'environ 20 000 mètres. Pendant près de 100 secondes, le Xuquin traça une parabole stupéfiante sur les écrans radars de chaque navire. Le signal de réflexion du Xuquin s'éloignait à une vitesse incroyable du centre de la flotte, jusqu'à environ 130 km. Depuis 20 000 mètres d'altitude, sous l'accélération de la gravité, la force d'impact du Xuquin contre la surface de la mer n'était en rien inférieure à celle d'un choc contre un sol d'acier dur. L'énorme force d'impact réduisit instantanément le dos du Xuquin en un tas de chair broyée. Sa masse et sa force colossale creusèrent même sous la surface de la mer un profond cratère de plusieurs dizaines de milliers de mètres. Le corps du Xuquin était déjà méconnaissable. Alors que tous les chefs d'état-major et commandants étaient suffoqués par ce coup et évaluaient en silence la force nécessaire pour se lancer, mon visage apparut sur l'écran de chaque salle de commandement de navire. Je les interrompis d'une voix forte, « Qu'est-ce que vous attendez pour tirer ?» Le visage de Kui Shen apparut sur l'écran de la salle de commandement de chaque navire. Sa réprimande forte interrompit les pensées de tous, « Qu'est-ce que vous attendez pour tirer ?» Kui Shen, grâce aux informations absorbées du navire de reconnaissance électronique Tianwang, utilisa son talent de niveau LV9. Tous les navires présents étaient dotés de moyens de protection électronique, et même escortés par un navire de reconnaissance électronique Tianwang. Mais personne ne connaissait mieux ses propres failles que soi-même. Kui Shen utilisa une technologie de même origine, perçant presque sans résistance tous les pare-feux de la flotte de porte-avions, projetant directement son visage sur les écrans. La protection électronique de nos propres navires venait d'être brisée. Les commandants de chaque navire restèrent silencieux. Finalement, le commandant en chef de la flotte de porte-avions donna l'ordre, en frappant la table pour attirer à nouveau l'attention de tous, puis dirigea rapidement. Saisissez l'occasion. Tous les missiles en pré-lancement, 3 salves simultanées. Feu. À cet instant, le visage de Kui Shen, qui avait pénétré les écrans, avait déjà disparu. Debout sur le navire d'escorte le plus proche, un Lingfeng 55A. Il en arracha un morceau et l'avala. Absorption réussie du Lingfeng 55A. Obtention des talents de magnétisme, garde du corps LV9, puissance de pro LV8.
Héros solitaire LV8. Instantanément, plusieurs talents offensifs supplémentaires apparurent sur Kuishen. Puis, derrière Kuishen, sur l'ombre du porte-avions, de chaque côté du pont. De nouveaux changements se produisirent. De nombreux silos de lancement de missiles apparurent derrière Kuishen. Des missiles hypersoniques irréels se matérialisèrent, accompagnant les missiles lancés par la flotte, vers le Xukin qui rebondissait encore au loin. En termes de puissance d'attaque d'un seul navire, le porte-avions était effectivement un peu en retrait. Sa capacité principale, ses missions et ses armements principaux, restent ses divers avions embarqués, chasseurs, bombardiers, avions de reconnaissance, avions à voilure fixe anti-sous-marin, avions de guerre électronique, hélicoptères de sauvetage, etc. Bien que les canons de bord existent, ils peuvent tirer des torpilles, des missiles, des canons anti-aériens. Mais comparés aux frégates spécialisées, ils sont un peu moins performants. Cependant, après que Kuishen eut absorbé ce navire de guerre le plus puissant, qui, avec l'aide de satellites multidirectionnels et d'autres conditions radar, avait disparu sous les yeux des Britanniques, s'était inséré seul au cœur de leur flotte de porte-avions. En tant que héros solitaire, retirant activement son camouflage anti-radar, terrifiant les Britanniques. Puis disparaissant à nouveau avant qu'ils ne réagissent, pour se retirer librement. Thriller britannique, car à ce moment-là, si le 0-555 intervenait brusquement, dans des conditions initiales défavorables, ils étaient en nette infériorité, toute la puissance de leur groupe aéronaval. Car sur le 0-555A se trouvaient pas moins de 16 modules de lancement de missiles. Des centaines de tubes de lancement, capables de tirer 16 missiles simultanément et d'effectuer 12 salves successives rapides. Près de 200 missiles, y compris des missiles balistiques équipés d'ogives nucléaires, dans la précipitation, pouvaient en un instant gravement endommager, voire anéantir une flotte britannique entière. La frégate de type 0-555A possédait la configuration de feu la plus sophistiquée de la planète Elan. Attaquer est la meilleure défense, éliminer l'ennemi est la meilleure protection. Une configuration de feu si parfaite, après avoir été dévorée par Kuishen et transférée sur lui, subit un changement bouleversant. Une frégate de 150 000 tonnes, en avez-vous entendu parler? Derrière Kuishen se trouvait. Déjà transformée et modifiée par le don, on ne savait plus si elle devait être appelée porte-avions. Ou l'ombre d'un porte-avions spatial, qui subissait à ce moment un changement radical. D'un seul coup d'œil, des centaines d'unités de lancement de missiles, des milliers de silos à missiles, alignés parfaitement des deux côtés du pont du porte-avions. La puissance individuelle de Kuishen équivalait à celle de toute une flotte. Et ces unités de lancement de missiles n'étaient pas simplement pour la montre. Bien que cette ombre semi-matérielle ne soit qu'une manifestation du pouvoir de Kuishen. Les projectiles tirés n'étaient pas des obus purs, nécessitant que le corps de Kuishen fournisse l'énergie. Mais la fusion nucléaire contrôlée de niveau 8, LV8, fournissait une énergie inépuisable. En un instant, les silhouettes de Kuishen et du vaisseau mère furent enveloppées d'une immense fumée. Une seule salve. C'était plus d'une centaine de missiles hypersoniques qui s'élevaient dans les airs, effectuant plusieurs virages coordonnés avant de s'élancer. Et ils partaient après mais arrivaient avant, plus puissants que tous les missiles tirés par le même groupe aéronaval. Plus rapides. En quelques secondes à peine, les missiles hypersoniques pouvaient atteindre une vitesse terminale de près de Mach 30. Les missiles renforcés par la puissance surnaturelle de Kuishen étaient encore plus rapides, capables d'atteindre plus de Mach 35, atteignant un effroyable Mach 40. 10 000 mètres par seconde, presque une dizaine de secondes. Moins de 20 secondes plus tard, les missiles hypersoniques générés par le pouvoir de Kuishen rattrapaient le Xukin, baleine virtuelle, qui avait déjà été projeté pendant près de 200 secondes, effectuant un immense ricochet. Ayant déjà parcouru plus de 200 km, et de plus. L'écart entre le point d'impact et le point d'explosion de chaque missile hypersonique ne dépassait jamais 10 cm. Cette vitesse, cette précision, c'est la vitesse du roi des Ultramen dans les films spéciaux. Même lui aurait reçu sentir direct, sans parler de la baleine virtuelle, qui ne filait qu'à 30 nœuds en surface. Elle n'avait eu aucun répit pour se soigner après ses graves blessures. Avec une telle masse, elle aurait dû posséder une vitalité et une capacité de régénération immense, mais dans l'explosion soudaine, tout n'était que vanité. D'immenses nuages de souffle apparurent les uns après les autres. Les ondes de choc se succédaient, dévastant cette zone maritime. D'énormes quantités d'eau de mer furent repoussées au loin. Le tsunami arriva vraiment. Les missiles hypersoniques explosèrent à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. En une seconde après la détonation, les bulles formées par l'explosion sous-marine projetèrent dans les airs des centaines de milliers de tonnes d'eau de mer et de sable, sur un diamètre de 2 à 300 mètres autour du point zéro, créant un mur d'eau de 2 à 3 km de haut, parfois 1000 mètres, et de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Quand ce mur d'eau s'effondra, il forma un véritable tsunami. Le mur d'eau qui retombait, mêlé aux ondes de choc des obus, s'abattit sur la mer, repoussant, soulevant et projetant l'eau environnante au loin, donnant naissance à un véritable tsunami.
Le tsunami s'étendit à l'infini, gardant une hauteur de plus de 100 mètres. Cette puissance n'avait rien à envier à celle d'une véritable bombe nucléaire explosant dans l'océan. Même certains vieux modèles de bombes nucléaires d'il y a un siècle n'auraient pas produit une telle force après leur détonation, bien inférieure à cette salve de Kishen. Ensuite, les autres missiles hypersoniques de l'escadre du porte-avions Unity arrivèrent en retard. À ce moment-là, la baleine virtuelle était déjà morte, sans laisser de traces. Tout ce qu'ils purent déchiqueter, ce furent les restes de son squelette solide. Mais Kishen continua de filer à toute vitesse dans cette direction, car tuer un monstre géant, surtout de ce niveau, rapportait forcément un butin. La baleine virtuelle avait été projetée trop loin. Même à la vitesse du roi des Ultramen, il lui fallut un certain temps pour voler. Il fallut environ une minute à Kishen pour voler jusqu'à la zone maritime où Xukin était mort. Chercher un butin n'était pas si compliqué, même dans une mer immense. Même dans une mer agitée par un tsunami, Kishen ne mit pas longtemps à fouiller. Dans sa perception, Kishen sentit clairement une immense source d'énergie. Utilisant son talent de fendeur de vagues, il écarta la mer pour soulever un amas d'énergie. Un cristal d'énergie bleu sombre de la taille de ses deux bras, comme une petite pierre à encre. Ce noyau démoniaque, bien plus tard. Les gens l'appelleraient un noyau démoniaque, un excellent complément pour ceux possédant des talents surnaturels afin d'augmenter leur puissance. Il pouvait aussi être utilisé en médecine ou en alchimie, pour fabriquer des armes et équipements surnaturels, voire comme source d'énergie. Pour des canons surnaturels dans certains refuges. Ces usages étaient nombreux, une monnaie d'échange absolue après l'apocalypse. Xukin, bien qu'il ait été tué par Kishen juste après sa mutation, n'ayant pas encore eu le temps d'évoluer. En seigneur des mers comme dans le futur, ce noyau n'était que de niveau 3. Mais avec sa taille, la quantité d'énergie qu'il contenait pouvait rivaliser avec celle de certains seigneurs et rois. En termes de taille et de réserve d'énergie, ce monstre mutant Xukin était vraiment exceptionnel. Pour ce noyau, rien à dire. C'était que maintenant, les mutations sur Elanxing ne faisaient que commencer. Les alchimistes, les forgerons d'artefacts. Ces professions n'étaient pas encore apparues. La seule option pour Kishen était celle-ci. Kishen, tenant ce noyau démoniaque de la taille d'une petite pierre à encre, commença directement à l'absorber. Comparé à Xukin, un monstre mutant de niveau 3 dès sa mutation, Kishen n'était qu'un guerrier surnaturel de niveau 1. Avec ce noyau, il lui suffirait pour monter plusieurs niveaux. Tenant ce noyau, Kishen choisit la méthode de raffinage. La plus brutale, comme s'il mangeait une pomme. Il mordit un morceau de la taille d'un poing dans ce noyau bleu sombre. Puis l'avala d'un coup. Avec son corps d'acier de niveau 9, Kishen croyait que ce noyau de niveau 3 ne le ferait pas exploser. Extraire l'énergie du noyau tranquillement. Puis la raffiner lentement, ce processus d'entraînement méthodique était trop lent. Kishen mangeait bruyamment, bouchée après bouchée, et son aura devenait rapidement plus puissante. Bien que l'énergie autour de lui fût visiblement chaotique, son niveau augmentait régulièrement. Début du niveau 1 surnaturel, milieu du niveau 1. Puis un niveau de plus. Le niveau 2 surnaturel était appelé élite parce que les guerriers surnaturels de ce niveau étaient le pilier absolu parmi les humains survivants. Le noyau de Xukin était énorme. En avalant qu'un morceau de la taille d'un poing, il avait déjà absorbé l'énergie d'un noyau de bête mutante de niveau 3. Antique à Xukin. Même si cette méthode d'absorption était brutale et grossière, provoquant presque 90% de gaspillage, cette petite bouchée du noyau de Xukin suffit facilement à pousser la cultivation de Kishen jusqu'au niveau 2. De plus, son talent d'absorption ultime s'activait. En absorbant Xukin, une bête mutante de niveau 3, il obtint le trait de talent, croissance infinie niveau 8. Taille niveau 5, absorption niveau 6, super régénération niveau 7. Force de la mer niveau 7, puissance divine niveau 7. Mis à part les niveaux des traits légèrement inférieurs à ceux du porte-avions. Leur nombre n'était pas en reste par rapport aux traits absorbés du porte-avions. D'un coup d'œil, il y en avait une dizaine ou une vingtaine. Kishen examina ces nouveaux traits un par un. Et ne put s'empêcher de s'émerveiller des talents uniques de Xukin. Croissance infinie, un surnaturel possédant ce talent pouvait, même sans franchir de palier, accroître indéfiniment sa taille pour augmenter sa puissance de combat et accumuler de l'énergie. C'était la capacité centrale de Xukin. Combinée à son trait d'absorption de niveau 6, Xukin, dans sa vie précédente, avait grandi dans l'océan pour devenir une créature gigantesque. Ce Xukin avait finalement pris une mauvaise direction, son accomplissement ultime n'étant que de passer du même niveau à un niveau supérieur, devenant un mutant de niveau 4 de type seigneur. Mais sa taille était bien plus grande qu'actuellement. Maintenant, il avait un déplacement de plus de 100 000 tonnes. À l'époque, il avait une taille 10 fois, voire plusieurs dizaines de fois plus grande, un monstre de plusieurs millions de tonnes. C'était l'existence la plus spéciale parmi les seigneurs marins, capable de rivaliser avec des créatures de niveau roi sans perdre.
Même certains mutants de niveau empereur, peu doués pour les attaques de zone étendue, ne voulaient pas trop le regarder. En raison de la taille colossale du Xuqin, non seulement les attaques ordinaires lui infligent difficilement des blessures fatales, mais il possède également le mot-clé de régénération suprême niveau 7. Avant que le Xuqin n'ait eu le temps de se développer. Pour éliminer au plus tôt ce fléau tapi dans les eaux territoriales du dragon de Chine, Cui Shen a absorbé les mots-clés de talent du Xuqin. Et a ainsi obtenu ses capacités. Cui Shen déclenche l'absorption du talent, un immense vortex noir apparaît devant lui. Soulevant même des vents de force 8. D'énormes quantités d'eau de mer sont aspirées et refoulées dans le vortex ainsi déployé. Comparé au talent d'absorption conceptuel et inefficace de Cui Shen, il s'agit là d'une véritable compétence d'absorption. Cui Shen jette directement le Dan lombaire du Xuqin, de la taille d'une meule, dans le vortex d'absorption. Cela rend l'absorption bien plus pratique, il n'a plus besoin d'absorber bouchée par bouchée, et l'efficacité ainsi que le rendement de l'absorption sont plus élevés. En un clin d'œil, le niveau transcendant de Cui Shen s'emballe à nouveau, et avec une telle frénésie d'absorption et de raffinage. Chaque seconde engendre une force colossale. Cui Shen ne peut s'empêcher de rôter, et une brume bleutée jaillit instantanément de sa bouche. Projetée sur plusieurs dizaines de mètres, Cui Shen referme vite la bouche, l'énergie transcendante ainsi expulsée suffirait à faire passer un transcendant ordinaire de premier niveau à un palier supérieur. Le Dan lombaire du Xuqin est trop gros, en absorber d'un coup une telle quantité. Il est un peu trop rempli, mais ce n'est pas grave, Cui Shen a une solution. Toute l'énergie non digérée est transférée par Cui Shen vers le porte-avions derrière lui. La projection de ce porte-avions, qui est aussi une manifestation de la capacité de Cui Shen, voit le talent de croissance infinie s'activer. La projection du porte-avions, qui était resté figé à un déplacement de 150 000 tonnes, se met soudain à gonfler, 150 000 tonnes, 200 000 tonnes, 250 000 tonnes, 500 000 tonnes. De nouvelles différences apparaissent. En conservant toutes les caractéristiques existantes, le porte-avions se dote désormais d'une nouvelle couche de membrane biologique. La forme et l'apparence du navire subissent également des changements. Comparé à l'aspect féroce et métallique d'avant, la coque adopte désormais une ligne aérodynamique plus en goutte d'eau, tendant vers une forme de ventre de poisson. La coque, initialement rouge à base gris-blanc, se pare d'une nouvelle peinture bleu-noir, ornée de motifs mystérieux, très similaires aux marques transcendantes naturelles du Xuqin qui lui permettent de puiser dans la puissance de la mer. Il ressemble désormais davantage à une arme de guerre futuriste, un vaisseau biologique sorti d'un film. La puissance transcendante de Cui Shen s'élève également par paliers. Bien que le talent de croissance infinie ait consumé une grande partie de l'énergie, le Dan lombaire du Xuqin est tellement imposant que même la petite fraction que Cui Shen peut digérer lui permet de franchir aisément un autre palier, brisant les barrières les unes après les autres, pour atteindre sans encombre le troisième niveau transcendant, le niveau seigneur, et même le sommet de ce niveau avant de s'arrêter. PFF. Double niveau seigneur. C'est suffisant pour devenir le maître d'un refuge de taille moyenne, abritant des centaines de milliers de survivants, un véritable protecteur de toute une région. Cui Shen pousse sa main en avant, le porte-avions s'abat lourdement sur la surface de la mer, déclenchant instantanément un raz-de-marée encore plus gigantesque. Des murs d'eau de 100 mètres se dressent en un instant. Avec ses 500 000 tonnes de déplacement, le vaisseau s'écrase depuis les airs, combiné au niveau transcendant et à la force divine de Cui Shen. Un simple geste produit une puissance équivalente à l'explosion concentrée d'une centaine de missiles hypersoniques. La force de Cui Shen a subi un changement radical. S'il rencontrait à nouveau un Xuqin de troisième niveau, il n'aurait qu'à manœuvrer légèrement le porte-avions pour le frapper et le blesser grièvement. Cette croissance infinie, bien qu'elle dévore les ressources comme un gouffre sans fond, sa progression sans limite est d'une puissance écrasante. Cui Shen est très satisfait de ce mot-clé. De plus, il a la projection du porte-avions pour prendre en charge sa propre croissance, évitant ainsi de se transformer en un amas de chair monstrueux, ce qui dissipe sa dernière inquiétude. Ma force actuelle est bien trop élevée pour être contenue par un simple troisième niveau seigneur, même une créature de niveau souverain, si elle me croisait, devrait battre en retraite. Une lueur brille dans les yeux de Cui Shen. Bien que dans sa vie précédente, il n'ait jamais eu l'occasion d'approcher des êtres transcendants de niveau souverain, son instinct vital lui souffle que même le niveau souverain ne suffit pas. Cui Shen range la projection du porte-avions, qui s'enfonce, puis attrape d'une seule main, dans l'eau de mer. Le squelette immense qui flotte et sombre, ce sont les os du Xuqin. Bien que certains aient été pulvérisés par l'explosion, la majeure partie est conservée. Le squelette d'un seigneur est un matériau transcendant de première qualité, un trésor pour la cultivation ou à réduire en poudre pour les médicaments, permettant de renforcer la densité osseuse ou d'acquérir certains effets. Ses usages sont multiples. Et il est extrêmement rare. Une fois le monde post-mutation reconstruit, cet objet aura une valeur inestimable. Cependant, le squelette du Xuqin est si immense qu'il pourrait servir à forger d'innombrables ensembles d'équipements et d'armes transcendants. Cui Shen tire ce squelette, pesant 2 à 3 millions de tonnes, hors de l'eau, jette un coup d'œil au ciel où la pluie de sang s'intensifie.
puis traîne ce matériau de niveau senior vers la flotte du porte-avions Unité. La pluie de sang tombe à torrent. Même si elle continue, à ce moment-là, plus de la moitié de la population mondiale, des animaux et des plantes, ont probablement déjà muté. Cui Shen traîne les os du Xuqin en volant vers la flotte. Dans ce monde, il existe encore des endroits épargnés par le risque de mutation, non affectés par la pluie de sang, mais ils sont rares. La flotte de porte-avions du Dragon de Chine en fait partie, pour une raison simple, lors de cette catastrophe de mutation mondiale. De nombreuses choses qui n'existaient que dans les romans et les films se sont matérialisées grâce à la puissance transcendante, acquérant des capacités et des forces spéciales, comme par exemple la fortune nationale. Et le porte-avions Unité porte indéniablement une grande partie de la fortune nationale du Dragon de Chine. Arme de guerre super puissante, trésor national de niveau LV10, cela souligne encore son statut. Depuis le début de la pluie de sang, aucun soldat de l'ensemble du groupe aéronaval n'a subi la moindre mutation. C'est parce que la fortune nationale invisible les protège, les isolant des effets de la pluie de sang, et peut transporter une grande quantité de fortune nationale. Les bâtiments, ou des artefacts nationaux comme ce porte-avions, sont en nombre limité. Ils sont les fondations centrales des futurs refuges humains. Le porte-avions Unity, qui devait être gravement endommagé par la baleine mutante Xuqin, a subi des dégâts sévères. La fortune nationale qu'il portait s'est échappée, dans des conditions de distance appropriées. Il possède absolument la capacité d'éliminer tout mutant du même type et de blesser les mutants de niveau suprême. Mais ce sont les armes qui sont puissantes, les soldats qui les manient sont encore trop fragiles. C'est pourquoi Cui Shen a décidé d'aider ses soldats en les renforçant, pour les aider à éveiller leur véritable puissance surnaturelle. Sachez que dans ce Xuqin se trouve encore une chose. La moelle osseuse, appelée or mou, d'une valeur inestimable. C'est aussi la seule ressource spéciale dans la chair du Xuqin, suffisamment douce pour être absorbée directement même par des gens ordinaires. En l'utilisant pour purifier le corps des soldats du groupe aéronaval, en les stimulant avec ce niveau de pouvoir surnaturel. La plupart pourront éveiller un talent surnaturel et devenir de véritables guerriers surnaturels, même sans éveiller immédiatement un talent. Leur corps sera grandement renforcé, faisant d'eux des soldats quasi surnaturels. Cui Shen était prêt à offrir un tel cadeau aux soldats du Dragon. Dans la salle de commandement du porte-avions Unity, le personnel de tout niveau s'affairait méthodiquement. Le chef d'état-major du groupe aéronaval demanda au rapporteur. « Alors, avez-vous trouvé la faille dans notre réseau électronique ?» Rapport. « Pas encore », répondit immédiatement le soldat chargé de cela, la sueur trempant déjà sa casquette. Avec une expression gênée, il dit « Chef d'état-major, notre pare-feu électronique n'indique aucun dommage. L'ennemi, semble avoir directement utilisé nos clés pour ouvrir nos portes, contournant nos défenses. Et entrer directement. Comment est-ce possible? Ce chef d'état-major était autrefois un expert en technologie électronique. Bien qu'il soit désormais chef d'état-major, ses compétences techniques n'ont pas rouillé. Il savait parfaitement que contourner silencieusement leurs multiples couches de pare-feu électronique, passer inaperçu et pénétrer directement, nécessitait une puissance technique et un support matériel colossaux. Ce contournement est plus terrifiant qu'une destruction forcée. Sur cette planète Élan, leur logiciel, matériel et compétences techniques de cyberguerre et de navires de reconnaissance électronique étaient déjà de premier ordre. Comment cet individu pouvait-il réaliser une intrusion électronique les surpassant de plusieurs générations? Rapporté au quartier général. Les capacités furtives de Cui Cheng sont très puissantes. Sur le radar à changement de phase, le squelette même du Xuqin est affiché. Mach 12, une telle donnée de vol a stupéfié le quartier général. Comment est-il passé à Mach 12? Avant, sa vitesse n'était que de Mach 4 environ. Comment a-t-elle triplé soudainement? En entendant ce chiffre, tout le quartier général fut en émoi. Un simple changement de données a transformé toutes leurs contre-mesures élaborées contre Cui Cheng en un tas de papiers inutiles, à jeter. Et ils ont presque perdu toute capacité de riposte, car Cui Cheng possède non seulement la vitesse, mais aussi la furtivité et la capacité d'infiltration électronique. Le réseau de radar à changement de phase pourrait ne pas le détecter, et même s'il est détecté, les silos de missiles pourraient ne pas pouvoir être activés à cause de l'intrusion électronique. Quant aux canons antiaériens ordinaires, manœuvrés manuellement, ils ne pourront jamais rattraper une vitesse de Mach 12. Premièrement, les difficultés sont immenses, presque insurmontables. Comment fait-il cela? Ils n'arrivent pas à comprendre, cela dépasse leur connaissance. Devons-nous l'intercepter? Il va bientôt entrer à nouveau dans notre périmètre de sécurité. Un officier d'état-major montra sur l'écran le point se rapprochant du groupe aéronaval, représentant la cible radar de Cui Cheng, et demanda. Chaque seconde qui passe, leur espace de réaction se réduit de 4 km. Je pense qu'on devrait tirer. Moi aussi, tirons. On ne peut pas remettre notre destin entre les mains d'un inconnu. Qui sait s'il est ami ou ennemi? Mais il ne semble pas mal intentionné. Dans la salle, une demi-douzaine d'officiers d'état-major donnaient leurs avis, certains prônaient l'action, d'autres une tentative de communication amicale.
Les chefs militaires, tous des faucons, regardaient le commandant de la flotte, attendant ses ordres. Ils pensaient tous que le commandant ferait le même choix qu'eux. Ce commandant était en effet un faucon célèbre du dragon, un faucon agressif, qui emmenait régulièrement le groupe aéronaval pour attaquer les groupes aéronavals d'autres pays, menaçant les nations turbulentes et les soumettant. C'est lui qui les avait le plus menés, le commandant en chef accepterait sûrement que nous ouvrions le feu, pensaient plusieurs officiers d'état-major de la ligne dure. Mais le commandant de la flotte ne s'est pas empressé de leur répondre, ni de donner d'ordre. Pour apporter son vote décisif, le commandant restait devant l'écran électronique, depuis avant le début de leur discussion. Il n'avait cessé de regarder, en boucle, la partie capturée par la flotte. Les images du combat entre Cui Shen et le Xuqin, il les avait déjà vues maintes fois. Il ne répondit pas aux questions des officiers. Il attendit la fin de cette lecture, puis rembobina la vidéo, l'agrandit et la projeta sur l'écran. Regardez, il porte nos bottes militaires, et sa ceinture est aussi celle de notre marine. Le commandant en chef agrandit l'image de Cui Shen, zoomant particulièrement sur les bottes qu'il portait, pour les montrer aux autres. Les vêtements de Cui Shen, à cause des impacts de balles, étaient en lambeaux. Il les avait déjà enlevés depuis longtemps, son pantalon était aussi déchiré à moitié. Seules les bottes et la ceinture restaient intactes, avec l'insigne de la marine du pays du dragon. Cela signifie qu'il est des nôtres, qu'il est notre soldat. Quelqu'un écarquilla les yeux. Regardant Cui Shen avec des yeux brûlants, c'était un véritable porte-avions humain. Plus personne ne parlait d'attaquer Cui Shen, ou de le tenir à 100 km. Si Cui Shen était un soldat du pays du dragon, ils avaient alors d'innombrables idées audacieuses. Allez, faites vérifier quel escadron a des membres manquants, ceux qui sont à leur poste. Pour confirmer son identité, le commandant en chef donna l'ordre à quelqu'un. À ce moment-là, tout l'équipage du navire était à son poste de combat. Si quelqu'un manquait, on le saurait vite. En même temps, le commandant en chef souleva une autre question, un être humain ayant acquis une telle puissance, tandis que dans les profondeurs marines apparaissaient des monstres aussi grands que des navires-mers. Sans oublier cette pluie de sang qui recouvrait le ciel, tombant sans cesse, rougissant déjà la surface des eaux peu profondes. Cette pluie de sang n'était certainement pas un phénomène normal. Cette zone maritime, ou bien la Terre elle-même, avait-elle subi quelque chose? Il pensait que ce monde avait absolument connu un changement inimaginable. Mais si quelque chose s'était produit dans le monde, les communications par satellite du pays du dragon auraient déjà dû nous parvenir. Faites contacter le quartier général, pour voir ce qui s'est passé. Pas besoin de contacter. Ça ne servira à rien. La voix du commandant en chef n'était pas encore retombée que l'ordre fut interrompu. Les occupants de la cabine levèrent tous la tête, et découvrirent que leur système de communication électronique avait été piraté à nouveau. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Le visage projeté sur l'écran était encore celui de Cui Shen. Ne perdez pas votre temps. Actuellement, le monde entier est en mutation. On estime que plus de la moitié des humains sont devenus des monstres. Ceux qui s'occupent des communications entre navires sont peut-être déjà devenus des monstres. Même si ce n'est pas le cas, toute la planète Élan est en plein chaos. Ils ne pourront pas comprendre la situation en peu de temps. Une fois la mutation mondiale déclenchée, l'ordre chaotique ne se rétablit pas facilement. En fait, il ne s'est écoulé que moins de 10 minutes depuis le début de la mutation. Même avec l'organisation du pays du dragon, il est impossible de redresser en si peu de temps ce lourd char qu'est l'État. Rien qu'avec plus de la moitié de la population mutée, une grande partie des gens devenant des monstres, cela suffit à donner du fil à retordre au pays du dragon. Sans parler du nombre encore plus grand d'animaux et de plantes mutées. En entendant ces paroles de Cui Shen, tous les visages présents devinrent très sombres. Eux qui passaient des mois, voire des années, en mer. À la surface des océans, pourquoi faire? N'était-ce pas pour protéger le pays qui s'étendait derrière eux? Ils étaient un rempart pour le pays du dragon, les gardiens du peuple. Mais maintenant, avec la mutation mondiale, le pays du dragon était en crise. Sans une once d'hésitation, le commandant en chef ordonna immédiatement à toutes les unités du groupe aéronaval. Faites immédiatement demi-tour, et préparez-vous à la mobilisation, au sacrifice et au combat. L'atmosphère dans la salle de commandement devint soudainement tendue et funèbre. Aussitôt, tous les navires du groupe aéronaval firent demi-tour et filèrent à toute vitesse vers la terre continentale du pays du dragon. Toute la flotte était en pleine puissance. Les ordres du commandant en chef pleuvaient sans cesse. Tous les avions de combat doivent être prêts à décoller, tous les avions décolleront dans l'ordre, tous les marins de la marine doivent se préparer au combat terrestre. Même si nous sommes la marine, lorsque le pays du dragon aura besoin de notre protection, alors nous serons l'armée de terre. Le chef d'état-major à côté ouvrit la diffusion générale à bord au moment opportun, amplifiant la voix passionnée du commandant en chef, afin de transmettre les ordres plus rapidement. C'était aussi pour remonter le moral, le discours avant la bataille de la voix du commandant suprême du groupe aéronaval. Diffusé par la radio, il parvint aux oreilles de Cui Shen, qui se sentit lui aussi bouillir d'enthousiasme, car après tout, il avait lui-même fait partie de la marine.
Le commandant suprême ignorait combien de monstres aussi puissants que Xuqin allaient apparaître dans le territoire du royaume de Long, mais il était prêt à se battre, féroce et déterminé. Cependant, Cui Shen l'interpella immédiatement et dit: si les soldats sortent ainsi, hors de la portée protectrice de la destinée nationale, ils risquent encore de subir une distorsion sous la pluie de sang. Les paroles de Cui Shen mirent le commandant suprême dans l'embarras, et il fronça les sourcils en demandant: alors, que faire? Il peut envoyer ses soldats. Ils peuvent subir des pertes en nettoyant ces monstres déformés, mais il ne peut absolument pas accepter que ces hommes se sacrifient inutilement pour devenir des monstres. Doivent-ils donc rester éternellement sur le groupe aéronaval? Sans pouvoir en sortir, le commandant suprême tourna son regard vers Cui Shen sur l'écran, les yeux pleins d'espoir. Puisque Cui Shen avait soulevé ce problème, il devait aussi avoir une solution, n'est-ce pas? À ce moment, Cui Shen, traînant l'épine dorsale de Xuqin, arriva dans le champ de vision du groupe aéronaval. Cui Shen jeta lourdement l'épine dorsale à proximité du porte-avions Unité, bloquant ainsi la progression du groupe aéronaval. Puis il dit: je suis revenu pour aider. Pour ne pas être affecté par la pluie de sang ou cette mutation, c'est simple, il suffit d'éveiller son talent et de devenir un surantagoniste. Cui Shen expliqua sur le canal électronique les effets de la moelle de Xuqin. L'effet de la moelle fit immédiatement que, sur chaque navire du groupe aéronaval, dans chaque salle de commandement, les officiers, ainsi que tous les soldats eurent le souffle plus lourd. Surantagoniste? Évolution? Après être devenu surantagoniste, pourrons-nous devenir aussi puissants que toi? Face à la question du commandant suprême, Cui Shen hésita un instant, probablement pas. Son talent était spécial, leur puissance de combat n'était pas comparable. Le commandant suprême fut un peu déçu, mais reprit rapidement courage, car selon ce que disait Cui Shen, dès qu'ils pourraient éveiller leur talent et devenir surantagonistes, ces soldats pourraient chacun égaler les rois des guerriers d'avant. À ce moment, ils avaient aussi découvert au fond de la mer quelques mutants de poissons ordinaires. Sans doute, comme Cui Shen l'avait dit pour la mutation mondiale, la plupart des monstres mutants étaient de ce type ordinaire. S'ils devenaient des guerriers surantagonistes, ils devraient pouvoir les gérer. Cui Shen pensait la même chose. L'ensemble du groupe aéronaval, près de 20 navires de guerre, plus le porte-avions, soit des dizaines de milliers de personnes, si la plupart devenaient surantagonistes. Cela suffirait à établir rapidement un vaste refuge. Cui Shen tendit la main vers l'épine dorsale de Xuqin. À l'endroit des vertèbres, il tordit et tourna, brisant net la section près du crâne. Puis, d'un coup sec, il tira une substance gélatineuse dorée, émettant une lueur argentée bleutée, bien qu'elle parût molle et élastique. Jusqu'à ce que Cui Shen l'ait entièrement sortie sur des centaines de mètres de long. Elle ne se rompit pas, très résistante. C'était la partie la plus précieuse de cette épine dorsale. La moelle appelée Dormu. L'énergie surantagoniste est douce, les gens ordinaires peuvent l'utiliser, c'est la meilleure ressource pour stimuler l'éveil surantagoniste chez les gens ordinaires. Cui Shen la jeta directement sur le porte-avions Unité, comme un serpent géant, occupant une grande partie du pont. À cet instant, sur le porte-avions Unité, de nombreux marins s'étaient déjà alignés. Ils avaient reçu l'ordre d'attendre ici pour être les premiers guerriers à s'éveiller. Cui Shen leur fournissait cette moelle de poisson de niveau seigneur, d'une valeur inestimable. Et la condition d'échange demandée par Cui Shen était très simple. Une goutte de sang de chaque soldat suffisait. Bien sûr, les guerriers surantagonistes éveillés n'avaient généralement qu'un seul mot-clé de talent. Et leur niveau de talent ne dépassait généralement pas LV3, mais ici, il y avait tout de même des dizaines de milliers de marins. Cui Shen leur offrait ses ressources pour les aider à s'éveiller rapidement, obtenant en retour des milliers de mots-clés de talent, un échange mutuellement bénéfique. Un par un, les soldats s'avancèrent en file, chacun découpant avec un couteau militaire un peu de moelle qu'ils appliquaient directement sur leur peau, surtout en s'en mettant davantage au niveau du front. Bientôt, le corps de certains soldats se mit soudainement à émettre des flammes. Le premier super guerrier a éveillé avec succès une capacité liée au contrôle du feu. Juste après, un autre guerrier naval a vu des flux d'énergie sanguine tourbillonner autour de lui. C'était une caractéristique de super anti liée au vent. La moelle du poisson Xuqin avait un effet miraculeux. Près de la moitié des guerriers ont pu éveiller des talents super anti, contrôle du feu, contrôle du vent, force surhumaine, contrôle de la gravité. Et bien d'autres, très variés. Une fois le talent éveillé, leur corps commença à produire de l'énergie super anti, et non seulement leur capacité, mais leur force de combat individuelle augmenta également de façon explosive. Cependant, aucun d'eux ne pouvait égaler la prouesse terrifiante de Qi Shen qui traînait un porte-avions. Mais parmi leurs talents, il y avait aussi des pépites, comme l'un des guerriers, qui éveilla un talent spatial, et dès son éveil, il atteignit le grade secondaire. Il pouvait effectuer de courtes téléportations spatiales. Un autre guerrier éveilla même un rare talent lié à l'âme. Bien sûr, son niveau n'était pas élevé. Il ne pouvait que sommairement sonder les esprits. D'autres talents, comme le contrôle de la gravité, la manipulation de l'air, la maîtrise de la foudre,
Et d'autres talents super anti de catégorie secondaire étaient également remarquables. Un tel spectacle ne se produisait pas seulement sur le porte-avions Unité, après que Qisheng eut distribué l'eau de pluie. Tous les navires de la flotte de porte-avions vivaient la même chose, car les guerriers navals s'éveillaient rapidement pour devenir des super-guerriers. Qisheng, lui, ne restait pas inactif. Son corps s'envola du pont du navire-mère, puis atterrit légèrement sur la pointe des pieds. Se posant sur un immense objet qui venait de faire surface et de s'élever, le dernier sous-marin de la classe 099 de la nation Dragon, le Galaxy. Il faisait partie de la flotte du porte-avions Unité. En émergeant, la flotte comptait 3 sous-marins d'attaque nucléaire de type 099. Ces engins n'étaient pas petits. Ils étaient même plus démesurés que certains navires de guerre, avec un déplacement de plus de 20 000 tonnes, de véritables armes de guerre de premier ordre. Qisheng les convoitait. Debout sur ce sous-marin nucléaire, il visait bien sur ses bandes de talent. Cependant, face à ce géant, il agit avec une certaine délicatesse. Après avoir longuement choisi, il finit par sélectionner un périscope déployé sur le sous-marin et l'avala. Sans endommager sa structure interne. Un sous-marin diffère d'un navire de guerre, il doit plonger à des milliers, voire des dizaines de milliers de mètres sous l'eau pour travailler. Il ne pouvait pas le détruire à la légère. La moindre fissure ou dommage structurel sur le sous-marin risquerait de le voir, sous des kilomètres d'eau, écrasé et aplati par l'immense pression. Cependant, arracher un périscope remplaçable suffisait à obtenir les bandes de talent souhaitées par l'absorption. Absorption réussie du sous-marin nucléaire de type 099. Obtention des bandes de talent, plongée profonde LV9, super résistance à la pression LV9. Furtivité LV8, assassinat LV7, monstre des profondeurs LV8. Soit plus d'une dizaine de bandes de talent, certaines répétées, d'autres non. Bien que des milliers, voire des dizaines de milliers de bandes l'attendent déjà, Qisheng ne laissera passer aucune occasion d'absorber chaque arme de guerre ici. L'écart de puissance entre les bandes de haut niveau et celles de bas niveau après un certain temps. Qisheng absorba également les 2 autres types de grands destroyers en entier. Les capacités de talent de ces destroyers se chevauchaient en partie avec celles des autres navires, sans apporter de nouvelles compétences. Mais après avoir absorbé une grande quantité de talents homogènes, les niveaux des bandes de Qisheng augmentèrent. Par exemple, Force Divine LV9 passa à Force Divine LV10, Fendre les vagues LV8 passa à Fendre les vagues LV9, etc. La plupart des bandes virent leur niveau changer. Après environ 2 heures d'attente, les bandes transcendantes des 10 000 guerriers étaient prêtes. Si l'absorption des bandes de talent des navires de guerre donnait des bandes spécialisées de haut niveau, alors l'absorption des bandes des guerriers transcendants visait à enrichir au maximum ses propres moyens de talent. Élargir ses capacités. Après avoir collecté les bandes d'environ 10 000 personnes, le talent d'absorption hérité de Xukin s'activa. Absorber une telle quantité de talent donna instantanément à Qisheng une sensation de satiété écrasante. En même temps, autour de Qisheng, des flammes, de la glace, des rochers, des éclairs et autres phénomènes jaillissaient continuellement. C'étaient les talents tout juste acquis, arrivés trop brutalement, s'échappant involontairement. 10 000 bandes de talent, c'était vraiment trop. Absorption des bandes transcendantes mixtes réussies. Obtention des bandes de talent. Maître du feu LV2, âme de glace LV2, étoile de bois LV3. Niveau de corps LV3, roi de glace LV2, scientifique LV3. D'innombrables bandes de talent, variées et impossibles à compter une par une, défilaient devant Qisheng, et parmi elles, de nombreuses bandes de talents homogènes. Fusionnées entre elles, se dévorant pour atteindre des niveaux supérieurs, devenant plus puissantes. Ces bandes de talent étaient pour la plupart des types de talents assez communs, avec un taux de possession élevé. À cet instant, toutes fusionnèrent. Ainsi, sous les pieds de Qisheng, une flamme écarlate jaillit. Maître du feu LV6, instantanément, le pont du porte-avions sous les pieds de Qisheng fut brûlé en une large zone noire. Puis devint rougeoyant et lumineux, même si Qisheng réprima presque instantanément l'énergie de la flamme émise. Des traces de fusion restèrent sur le pont en acier du porte-avions, et ce n'était pas tout. Les talents que Qisheng avait développés n'étaient bien sûr pas seulement maître du feu. Par exemple, marcheur du vent LV5, maîtrise de l'eau LV6, grand muscle LV6. Roi de glace LV4, technique de combat LV5, etc. Ces talents étaient assez ordinaires, mais comparés aux bandes de talents rares et spéciales, ils pouvaient fusionner et monter en niveau plus rapidement. En particulier, parmi eux, Roi de glace LV4 et maître des techniques de combat LV5 apportèrent une grande surprise à Qisheng. 1. Pour chaque guerrier surhumain, le nombre de talents et le niveau de capacité étaient en fait indéterminés. Comme pour la baleine virtuelle de niveau seigneur, lorsque la puissance d'un guerrier surhumain augmentait, il maîtrisait également plus de capacités. Obtenait plus de bandes d'amélioration, et le niveau des bandes de talent s'élevait également avec l'intensité des capacités. Et le développement. Les compétences et traits maîtrisés par une personne étaient en fait les meilleures graines de bande. La marine de la nation du dragon était sans doute l'une des plus hautement qualifiées au monde. Ainsi,
Lors de l'éveil des talents surhumains, beaucoup de personnes possédaient déjà des traits qui formaient des bandes de talents indépendantes. Roi de glace et maître des techniques de combat en faisaient partie, et beaucoup de soldats les possédaient. Ces deux bandes de talents furent non seulement dévorées, mais aussi superposées et améliorées, dès que ces deux talents pénétrèrent dans le cerveau. Les bandes de talents encore confuses et innombrables dans son esprit devinrent soudainement claires. Comment les utiliser, quand les utiliser, comme un instinct corporel. Soudain, une méthode se dégagea. Dès que ces deux talents améliorant les techniques de combat et la qualité martiale furent acquis, la puissance de combat de Kui Shen augmenta d'au moins 30 à 40%. Debout sur le porte-avions Tongji, il passa encore environ une demi-heure. Finalement, des dizaines de milliers de bandes de talents furent mises à niveau et intégrées. Bien qu'il n'y ait pas eu des dizaines de milliers de talents de manière terrifiante, un grand nombre de talents furent fusionnés et absorbés en raison de leur similitude avec d'autres talents, formant de nouvelles bandes de haut niveau. Mais le nombre final était encore de 7 à 800 bandes accrochées à Kui Shen, soit de haut niveau, soit rares. Kui Shen se leva du pont du porte-avions. Il ne prévoyait pas de revenir à bord. La nation du dragon a un vaste territoire. Trop de créatures monstrueuses déformées, dont beaucoup avec des talents élevés, finissant par atteindre le niveau seigneur. Niveau roi, et même dès le début de la déformation, des entités de niveau seigneur apparurent, et anéantirent de nombreuses villes. Maintenant, avant qu'elles n'atteignent leur apogée, c'était le bon moment pour les éliminer. Commandant en chef, il est parti. Dans la salle de commandement du porte-avions, un officier d'état-major reçut une information, puis rapporta « MMM. Je sais ». Le commandant en chef posa l'écran portable qu'il tenait, sur lequel étaient inscrites toutes les informations concernant Kui Shen. Enquête de fond, fonction, âge, année, etc. Kui Shen était bien un soldat sous ses ordres. Mais le commandant en chef, très raisonnable, n'essaya pas de le rappeler de force ni de le retenir. Le commandant en chef posa son appareil de côté, puis dit « Laisse tomber. Retire l'attention que tu lui portais. Laisse-le partir. C'est un guerrier qui est parti d'ici. Fais-lui confiance. Avec de telles capacités, il pourra faire plus de choses en agissant seul. » Le commandant en chef passa à un autre sujet, dépliant un autre rapport qu'il projeta sur le grand écran de la salle de commandement. En voyant ce rapport, tous les regards devinrent graves. La nation du dragon. Toutes les villes étaient tombées. Ou plutôt, le monde entier était tombé. Nuages rouges couvrant les étoiles, pluie de sang incessante, le monde entier était en cours de déformation. À l'exception de quelques endroits, le monde entier était dans un état de chaos, de lutte, d'absence d'ordre. Les humains capables de résister à la pluie de sang sans se déformer étaient même nombreux. Ceux qui, dans la pluie de sang, pouvaient évoluer en guerriers surhumains en comptant uniquement sur la force de déformation de la pluie de sang, étaient encore plus nombreux. Avec une population immense, il y avait encore des dizaines de millions. Un étonnant guerrier transcendant né sur la planète Élan, le royaume du dragon est vaste et peuplé. Même si les guerriers transcendants ne se réveillent que quelques dizaines de millions, ce n'est pas un problème, mais le nombre d'humains est élevé, et celui des monstres l'est encore plus. Le royaume du dragon compte 20 à 30 millions de guerriers transcendants. Mais les humains mutés doivent être 8 à 900 millions, et les plantes et animaux mutés encore plus nombreux. Multipliés par un facteur inconnu. L'écart est vraiment trop grand. Se dépêcher de se rendre à la ville côtière, n'est-ce pas? Combien de temps encore avant d'y arriver? Nous devons construire de toutes nos forces le premier refuge. Protéger autant de compatriotes que possible, préserver la flamme et l'espoir. 5 minutes. Kui Cheng, à une vitesse de Mach 12, depuis l'océan du royaume du dragon, même jusqu'à l'extrémité sud du continent du royaume du dragon. Ces bandes de talents relèvent des multiplicateurs et des bonus de capacité. Son rang transcendant est une qualité de base. Après avoir atteint le niveau seigneur, Kui Cheng possède une vitesse divine de niveau 11, traverser la planète entière ne lui prend que quelques minutes. Kui Cheng est arrivé sur la côte du royaume du dragon, à Linsheng. Si je me souviens bien, il y a une créature de niveau suprême qui est sortie du zoo de cette ville. Kui Cheng se souvient des informations dans sa mémoire. Dans le zoo de cette ville, il y a un chimpanzé extrêmement puissant. Et finalement toute la ville a été anéantie à cause de lui, et cette ville est devenue le territoire de cette créature suprême. La silhouette de Kui Cheng descend du ciel et atterrit directement sur le plus haut gratte-ciel de la ville. Il regarde d'en haut vers le bas, cherchant son adversaire. La mutation a commencé depuis près de 3 heures, son adversaire devrait déjà avoir terminé sa mutation. Kui Cheng ferme les yeux, utilise sa capacité de détection pour une détection à grande échelle, couvrant facilement toute la ville de Linsheng, sans utiliser la vue, en observant simplement les niveaux d'énergie de chaque cible. Il peut connaître la force de l'adversaire. Après un petit tri, il n'observe que les sources d'énergie transcendantes de niveau seigneur et supérieur. Rapidement, Kui Cheng trouve la cible qu'il recherche. Je t'ai trouvé. Kui Cheng ouvre les yeux. Dans la direction et de la ville, il y a une source d'énergie extrêmement vaste, qui fait rage. Instantanément, la silhouette de Kui Cheng disparaît sur place. Les villes actuelles sont très étendues.
Même à la vitesse de Kui Cheng, il lui faut 3 secondes pour arriver au-dessus du chimpanzé. Kui Cheng regarde vers le bas, et dans son esprit, naturellement, il comprend le vrai nom de la créature après sa mutation, Kuanjixing, créature mutée de niveau seigneur. À l'origine un chimpanzé dans le zoo, il a muté et évolué. Maintenant, debout. Sa taille n'est pas aussi exagérée que celle du Xuqin après son évolution, mais il atteint tout de même 5 à 6 mètres de hauteur. Et sa force est encore plus impressionnante. En ce moment, il tient dans ses 2 mains un bâtiment de 30 à 40 mètres de haut. Et le balance comme une massue dans toutes les directions, avec une force déchaînée. Ce bâtiment entier pèse au moins 50 à 60 000 tonnes, et pourtant Kuanjixing le manie comme un bâton sans effort apparent, en courant et en sautant. Il peut parcourir des dizaines de mètres d'un coup. Kuanjixing possède certainement des bandes de talent liées à la force. Boum, boum, boum. Kuanjixing, tenant le bâtiment, frappe les autres constructions environnantes une par une. À chaque coup, le bâtiment qu'il tient perd un morceau, et les bâtiments urbains alentours sont balayés en grand nombre. Et à ce moment-là, des gens sont projetés hors des bâtiments ou tués. Kuanjixing aspire fortement, et ces personnes sont aspirées dans sa bouche, mâchées plusieurs fois, puis avalées avec les os brisés, devenant l'énergie d'évolution qu'il accumule. Un chimpanzé de 5 à 6 mètres, qui avale des humains vivants, ce n'est pas aussi simple que de manger des cacahuètes, il ne peut pas les gober d'une bouchée. Kuanjixing doit mâcher, rendant la scène extrêmement cruelle et sanglante. Ses yeux sont pleins d'excitation et de débauche. Cette bouchée, il a attrapé un guerrier transcendant. C'est bien plus nourrissant que de manger une dizaine d'humains ordinaires. Bang, bang, bang. Oh, 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 la satisfaction le fait taper violemment sur sa poitrine en criant. En bordure des ruines, on peut encore voir beaucoup de gens s'enfuir des bâtiments environnants, pour courir vers des endroits plus lointains. La force de ce monstre est vraiment terrifiante. Que faire? Il est si rapide, nous n'avons pas le temps de nous échapper. C'est un groupe de 5 ou 6 personnes. Tous chanceux de ne pas avoir muté, fuyant ensemble. Mais en ce moment, leur cœur est plein de désespoir. Car le guerrier transcendant que Kuanjixing vient de dévorer était le protecteur de leur groupe. Dans leur groupe qui se réchauffait ensemble, ils avaient eu la chance de voir un transcendant se réveiller, et avec des capacités plutôt bonnes. Grâce à sa protection, il parvenait à survivre tant bien que mal dans le chaos de la ville, sans aucune perte humaine. Mais aujourd'hui, leur ciel s'effondrait. Le guerrier surhumain était impuissant face à ce monstre. Le plus fort d'entre eux, avant même d'avoir eu le temps de fuir, fut abattu par Wildstar, puis transformé en nourriture. Que pouvait-il faire alors? Un sentiment de désespoir imprégnait les ruines. Leur équipe n'était pas la seule à sombrer dans le désespoir. Wildstar sévissait depuis longtemps dans ce quartier, massacrant humains et autres créatures mutantes. Il en avait tué au moins 800, sinon 1000. Il gagnait en puissance rapidement grâce à ses pillages. Mon Dieu, est-ce la fin du monde? Quelqu'un peut-il venir nous sauver? Certains, désespérés, renoncèrent à fuir et s'arrêtèrent sur place. Puis ils tombèrent à genoux, implorant les dieux. Soudain, le ciel s'obscurcit. Les terrifiés, la tête baissée, ne faisaient que prier, sentant les nuages rouges et la pluie de sang s'alourdir, trop désespérés pour prêter attention à quoi que ce soit. Mais Wildstar, issu de l'évolution de l'étoile noire, leva soudain son énorme tête. Kui Shen. Wildstar ressentit au-dessus du ciel une puissance égale à la sienne. Pourtant, bien qu'il ne perçût aucune différence dans l'échelle de vie, son corps trembla malgré lui. Ses muscles, d'un noir luisant, durs comme un super-alliage, formaient une bête titanesque. Mais à cet instant, tels des piliers de diamant. Ses jambes se mirent à trembler. Une pression incompréhensible s'abattit directement sur lui. Manipulation de la gravité, intimidation psychique, illusion. Et divers autres faisceaux de dons auxiliaires s'abattirent tous ensemble. Wildstar eut même l'impression d'étouffer. L'air autour de lui avait été aspiré par Kui Shen grâce à son don de contrôle de l'air. Mais ce qui le brisa le plus, ce fut la montagne géante qui s'effondrait du ciel. Dans la perception de Wildstar, il n'y avait pas de vaisseau de guerre. Le porte-avions, d'un déplacement de 50 000 tonnes, s'abattit en masquant le ciel et le soleil. Il trembla de tout son corps. Wildstar crut instinctivement que le ciel tombait ou que les montagnes de sa terre natale s'inversaient. Ses muscles tremblaient. Fuir, il devait fuir. Wildstar réfléchit un instant, frappa le sol de ses poings, puis se mit à courir à toute allure. Sa silhouette devint une traînée noire, tandis qu'une lueur sombre émanait soudain de son corps. Comme une flamme blanche, une grande quantité de vapeur brûlante et blanche s'éleva de lui. La vitesse de Wildstar sembla soudain retrouver son élan, comme s'il n'était plus entravé par les divers dons de contrôle de Kui Shen. Sa silhouette fila tel un tourbillon noir, bondissant de plusieurs dizaines de mètres. Son état entravé s'était dissipé. Mais Wildstar n'osa pas regarder en arrière. L'intelligence de Wildstar était au premier rang parmi les créatures mutantes. Contrairement à Xuqin après sa mutation, qui ne connaissait que la tuerie, son intelligence s'était développée après son renforcement.
Mais sa peur intérieure était devenue plus aiguë. Cette chose dans le ciel allait le tuer, à coup sûr. Il n'avait pourtant parcouru qu'une centaine de mètres quand une porte argentée apparut devant lui. Wildstar ne put freiner. Puis une force énorme le poussa violemment par derrière, le projetant à l'intérieur. Porte dimensionnelle. La porte argentée disparut. Au moment de son ouverture, la proue du porte-avions touchait déjà son crâne. Sous la pression colossale du vent, Wildstar, capable de résister à des dizaines de milliers de tonnes, plia les genoux et tomba. L'immense coque n'avait pas encore effleuré son corps que son cuir chevelu et ses poils s'envolaient. Sa chair fut déchirée par la pression, révélant un crâne sombre. Bang! Les jambes de Wildstar explosèrent d'abord, suivies de sa tête, de son cou. Chair, sang, os. Presque sans aucune résistance, Wildstar fut réduit en une masse informe. 50 000 tonnes. Les portes dimensionnelles argentées apparurent un peu partout, s'ouvrant, aspirant, refermant. En un instant, des centaines de portes apparurent, transportant les civils en fuite. Au même moment, l'ombre du porte-avions de 50 000 tonnes toucha le sol. Boum! Une onde de choc gigantesque souleva d'innombrables nuages de poussière et des vagues de terre. La pluie de sang céleste s'évapora tandis que d'innombrables bâtiments étaient détruits. Le sol trembla. Toute la ville de Ling, ainsi que des dizaines de kilomètres à la ronde, furent secoués. Cela provoqua facilement un séisme. Les créatures mutantes dans la ville, qu'elles cherchaient, combattaient ou même se nourrissaient, s'arrêtèrent presque toutes un instant. Puis, d'un mouvement synchronisé, elles firent volte-face, centrées sur Ling, et fuirent dans toutes les directions. La différence d'échelle de vie et la peur instinctive de la puissance les poussèrent, avec une mentalité animale, à fuir instinctivement vers des terres plus lointaines. En un instant, combien de bêtes mutantes s'enfuirent de Ling déjà tombées, et combien, sur le point de devenir de la nourriture, furent sauvées? Les personnes entrées dans la gueule de la créature mutante furent soudainement sauvées. Le bruit causé par Keqing était trop fort. Mais au final, personne ne put voir la silhouette de Keqing, seulement quelques-uns. Avant d'être téléporté vers un endroit sur par le portail, Nianqian vit une paire de pupilles argentées. Les cheveux gris-fer de Keqing flottaient dans la tempête. Les pieds suivant de près le porte-avions, l'ombre virtuelle toucha le sol, ressentant un peu de regret. La prochaine fois, face à une créature mutante de niveau Seigneur Ling, il ne faudra plus utiliser des techniques aussi violentes, en frappant brutalement. Il faut être plus doux. Keqing se pencha, la paume de sa main sur le sol. Dans la poussière déjà réduite en fine poudre, il perça et frotta légèrement, les particules s'envolant dans l'air. Puis, rapidement mouillées par la pluie de sang, on pouvait y voir des reflets noirs brillants qui émettaient leur propre lumière. Ah, la perle de taille du Seigneur Ling. Quel gaspillage, un véritable gâchis. Cette perle de taille, bien plus résistante que la créature mutante de niveau Seigneur Ling elle-même, n'avait pas résisté aux 500 000 tonnes. La pression tombant du ciel l'avait directement écrasée. Heureusement, Keqing avait encore une astuce, le vortex de sa compétence de dévoration apparut, filtrant et absorbant autant que possible. La poudre de la perle de taille tourbillonna et fut dévorée pendant 5 bonnes minutes avant que Keqing ne s'arrête. Dommage, la perle de taille avait déjà perdu la majeure partie de sa puissance dans l'effondrement violent. La perle de taille brisée du Seigneur Ling ne fit que pousser légèrement le niveau de Keqing vers celui du Seigneur Suzerain. Le poids de l'ombre virtuelle du porte-avions n'augmenta que d'un peu plus de 10 000 tonnes, une croissance modeste sur le papier. Mais cela suffisait déjà à Keqing pour dévorer et extraire les bandes de talent de l'étoile sauvage. Il réussit à dévorer et extraire les bandes de talent de l'étoile sauvage. Obtention des bandes de talent. Pulvérisation LV7, corps invulnérable LV7, diamant LV8. Perceuse de diamant de foudre LV8. Il faut bien combattre un boss, la qualité et la quantité des bandes de talent sont élevées. Après avoir dévoré et absorbé toutes les bandes de talent de l'étoile sauvage, Keqing ne put s'empêcher de s'exclamer. De la même manière que force divine et corps d'acier. Les bandes similaires ou approchantes, inutile d'en parler, elles ont déjà été absorbées et intégrées par les bandes de talent du même type, devenant de l'expérience pour l'amélioration des bandes. Parlons seulement de ces nouvelles apparues, ce sont des talents rares et retentissants, le taux de drop est vraiment élevé. La capacité pulvérisation, comme son nom l'indique, ajoute une propriété de pulvérisation aux attaques de Keqing, que ce soit pour briser les armes de l'ennemi ou ses os, c'est très puissant, un véritable talent rare de niveau supérieur. Diamant, inutile de le dire, augmente en pourcentage la force, l'énergie vitale et les attributs défensifs, un énorme buff.